La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, bonjour, bienvenue à La vie des idées, ici Mathieu Bock-Côté. Correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux est certainement un des meilleurs observateurs de la société française et de la société québécoise. Dans ses chroniques et reportages, il multiplie les comparaisons les plus fécondes entre nos deux sociétés, ainsi que les observations aussi perspicaces que courageuses sur notre temps. Il nous invite à réfléchir sur des phénomènes comme la nation, les frontières, les identités, l'immigration. Et c'est un immense bonheur de le recevoir aujourd'hui à La vie des idées pour parler avec lui de l'état du Québec, de la France et de la nation aujourd'hui. Christian Rioux, bonjour. Bien, merci de m'accueillir. Alors, c'est un immense plaisir. Alors, je me permettrai une première question. Vous êtes un observateur attentif de la vie politique française pour le journal Le Devoir. En ce moment, lorsque les Québécois regardent ce qui se passe en France à l'horizon de 2017, si on cherchait à décrypter ce qui se passe à droite, à gauche et au Front national, si on cherchait à voir les trois grandes tendances dans ces courants-là, que se passe-t-il en France en ce moment? Que se passe-t-il en France? La France, je crois, vit une période difficile de son histoire. La France, c'est, je dirais, peut-être le pays qui a le plus souffert, d'une certaine manière, de ce qu'on pourrait appeler la mondialisation nord-américaine. Depuis 20 ans, on a connu partout dans le monde une période effrénée de mondialisation. Les idées même nous viennent des États-Unis. Si on n'est pas multiculturaliste comme on l'est à Washington, on est un réactionnaire, etc. Tout ça, ça s'est passé dans le monde entier. Mais la France, je dirais que c'est le pays qui où le choc a été le plus terrible, le plus difficile, le plus profond. Parce que, à cause de l'histoire de France, à cause de sa civilisation, à cause de ce qu'est ce pays-là, et à cause du fait que c'est un pays qui n'avait pas renoncé à une certaine grandeur. Hein. La Belgique a jamais eu ces rêves-là, les Pays-Bas non plus, l'Allemagne l'a eu, mais ne veut plus l'avoir. Donc, la France n'avait pas renoncé à une certaine grandeur, et donc, le choc, je dirais, est difficile. Et donc, depuis 20 ans, on voit la France se dépatouiller dans une situation qui est extrêmement complexe, et est extrêmement difficile. Elle le fait parfois bien, elle le fait parfois mal. Et je dirais qu'il a fallu tout un processus pour arriver à comprendre à la limite même ce qui se passait, pour que les Français même arrivent à comprendre ce qui leur arrivait, ce qui se produisait dans ce pays. Dans ce pays, vous savez, la mondialisation, ça vous arrive, ça a l'air bien gentil, ça a l'air bien sympathique. Au début, il faut juste être gentil avec les autres, il faut accueillir un peu plus d'immigrants, il faut adopter quelques idées à la mode. Mais tout ça accumulé, un jour, on s'aperçoit, et il faut peut-être 20 ans, des fois 30 ans avant de s'apercevoir. Et je pense que la France vit cette période-là en ce moment. Elle est vraiment, je dirais, à un tournant. Elle comprend que la mondialisation ne fait pas son affaire. La mondialisation joue contre elle, et elle est à se demander ce qu'elle a à offrir face à ça. Est-ce qu'elle a un modèle à proposer? Est-ce qu'elle a une façon de vivre à proposer? Et donc, je dirais que c'est cette crise-là qui explose aujourd'hui en France de toutes les façons, et qui fait qu'à gauche, à droite, il y a plus personne qui retrouve ses petits d'une certaine façon. Donc la gauche, la droite, aujourd'hui en France, je dirais pas que ça veut plus dire grand-chose, parce qu'il y a des traditions, il y a des façons de penser, il y a des façons de voir, mais aujourd'hui, on peut facilement être de droite se faire traiter de gauche. On a traité Marine Le Pen d'extrême gauche même. Oui, il y a des aspects de son programme qui sont tout à fait de gauche. Donc, il y a une espèce de confusion politique aujourd'hui en France qui est assez fascinante. On retrouve des gens comme Manuel Valls qui sont dans le Parti socialiste, qui pourraient peut-être s'imposer si jamais François Hollande décidait de ne pas se présenter. On retrouve à droite des gens qui défendent la laïcité. C'était pas normalement la tasse de thé. C'était pas le programme historique de la droite. Non, c'était pas la tasse de thé de la droite. Et on a évidemment Marine Le Pen qui est dans un parti qui est en grande évolution, c'est-à-dire on peine à suivre, je dirais, l'évolution du Front national. Certains trouvent un certain confort idéologique à dire que c'est un vieux parti raciste d'extrême droite, fasciste. C'est plus ça, le Front national. Ça veut pas dire qu'on sait exactement ce que c'est. Oui, est-ce que ça va devenir? Il y a même des gens comme Jacques Julliard comme Zemmour, plutôt comme Éric Zemmour, qui nous annonce que le Front national
nationale se prépare peut-être à faire alliance avec l'extrême gauche pour imposer un programme à un moment donné. Donc, on est vraiment dans une période, je dirais, de réorganisation politique, de confusion politique, dans une situation évidemment aussi économique qui est pas facile, et qui est pas facile aussi parce que le modèle français, c'est pas le modèle de la mondialisation. La France n'a pas créé des millions d'emplois à temps partiel comme l'a fait l'Allemagne. Vous savez que le taux de pauvreté en Allemagne est plus grand qu'en France. Hein? On a plus de chances d'être pauvre en Allemagne qu'en France. Par contre, la France a plus de chômage à cause de son modèle économique qui ne s'est pas tout à fait adapté à la période actuelle et qui, des fois, veut pas non plus s'adapter à la période actuelle. D'autant qu'une partie des élites françaises, par exemple, c'était un peu le cas de la présidence Sarkozy de 2007 à 2012, qui, par un étrange paradoxe, se présentait comme le candidat de la grandeur française et en même temps celui de l'adaptation de la France à la mondialisation. Et n'est-ce pas cette idée d'une adaptation de la France à la mondialisation, le programme commun des élites politiques françaises depuis, on va dire, le début des années 90? Oui, je pense qu'on peut dire ça. On pourrait peut-être même remonter à Valéry Giscard d'Estaing, dans une certaine la France mesure. Qui était devenue une puissance moyenne. Mitterrand qui passe pendant 2 ans dit non, mais qui se retrouve au bord du gouffre dans une certaine mesure et qui va peut-être faire plus que bien de ses prédécesseurs et de ceux même qui lui ont succédé après pour adapter la France au modèle américain et à la mondialisation. Oui, c'est le discours. Ça a été l'action, en tout cas, de Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas été son discours. On se fait pas élire comme ça. Évidemment. Non, bien sûr. On se fait pas élire en parlant de la nation. Voilà, on se fait pas élire en disant, on va faire comme les Américains, on va être à la traîne, finalement, des États-Unis. On va se plier à tous les dictats possibles et imaginables. Donc, on se fait élire, évidemment, en disant, et Nicolas Sarkozy est allé très loin de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est peut-être celui qui est allé le plus loin, en promettant un sursaut français, en promettant de régler un certain nombre de problèmes qui étaient ceux de l'immigration, en parlant d'identité, en osant parler d'identité nationale et même en créant un ministère qui portait ce nom-là. Donc Sarkozy est allé très loin, alors qu'il est allé, je dirais de l'autre côté, plus loin que bien de ses prédécesseurs dans la servilité à l'égard à l'égard de la mondialisation. D'où l'extraordinaire déception quand on dit qu'il y a une espèce de haine un peu épidermique à l'égard de Sarkozy en France. Elle vient largement de là. Elle vient de l'espèce de fossé immense, gigantesque qu'il y a entre les paroles et la réalité. Prenons l'action de Nicolas Sarkozy sur l'école, où on a introduit ces fameuses réformes que nous on connaît si bien, dans lesquelles on a été des précurseurs d'ailleurs, pédagogiques, où on a essayé de supprimer les savoirs. Et donc la France sortait de ce quinquennat-là de Nicolas Sarkozy. Elle est entrée dans celui de François Hollande sans beaucoup plus d'illusions et elle s'est retrouvée devant le même constat, là, exactement la même réalité. François Hollande nous avait parlé du rêve français. Ça voulait quand même dire quelque chose. Le rêve français, il fallait réenchanter un certain rêve, un rêve national. Bilan des opérations. François Hollande a à peu près continué exactement la même politique que Nicolas Sarkozy avait pratiquée. Une chose frappe quand on regarde l'état de la France ces dernières années, c'est qu'on va avoir eu avec Nicolas Sarkozy une présidence de droite d'un mandat décevante. Avec François Hollande, selon toutes les possibilités, il risque de ne pas se faire réélire à la présidence, donc une présidence de gauche décevante et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression, regardant cela de loin, mais vous regardez de proche, vous commenterez la chose, qu'il y a une forme d'impuissance du politique en France en ce moment. C'est-à-dire, chacun se fait élire en promettant sa guerre. Dans un cas de Sarkozy, c'était l'affirmation de l'identité nationale contre le politiquement correct. François Hollande, c'était contre la finance. Et le résultat, c'est qu'il y a une forme d'impuissance du pouvoir. Donc, il y a une espèce de gonflement de la rhétorique et une impuissance du pouvoir qui est chaque fois rééditée d'une présidence à l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui décrit assez bien le sentiment de frustration politique des Français? Oui, ça décrit ça. Vous savez, les Français vivent encore dans le souvenir du général de Gaulle, qui n'était pas tout à fait le symbole de l'impuissance politique. Même, je dirais que c'est tout à fait le contraire. Et donc, effectivement, ça fait, les Français viennent de vivre à peu près 10 ans de ce qu'on pourrait appeler d'impuissance politique, qui prenaient des formes différentes. Hein. L'agitation permanente de Nicolas Sarkozy, l'autoritarisme, tout ça n'avait d'égal que le fait que 2 semaines après, il avait tout oublié. Il avait oublié ce qu'il avait dit et il se passait rien. Je veux dire, combien de projets de
de loi Nicolas Sarkozy a proposé au Parlement, qui ne sont même pas rendus, je dirais, au moment de l'adoption ou au moment de faire les règles d'application. Donc, l'impuissance prenait cette forme-là. Avec François Hollande, c'est plutôt différent. C'est-à-dire, il y a une sorte de... François Hollande n'est jamais vraiment entré dans les habits, je dirais, du pouvoir, dans les habits de la Ve République, reconnaissant peut-être qu'ils étaient, eux, alors que Nicolas Sarkozy prétendait le faire, lui n'a jamais eu cette prétention, j'ai l'impression. C'était peut-être plus honnête, mais le résultat, au bout du compte, au bout de la ligne, est à peu près le même. Et, comme je vous dis, il a poursuivi à peu près les mêmes réformes que Nicolas Sarkozy. Donc, d'ailleurs, le livre qui vient de sortir, qui fait scandale un peu en France, d'Avet et de l'Homme, des deux journalistes du Monde, est un livre qui décrit l'impuissance politique. C'est vraiment la François conclusion. Hollande devient commentateur plutôt qu'acteur. Absolument. François Hollande se transforme en Saint-Simon et commente la vie à la cour, sauf que Saint-Simon n'était pas Louis XIV et que François Hollande est normalement président de la République française. Et je dirais qu'il y a un point commun entre ces deux personnages-là, et c'est comme s'il fallait jamais le dire au peuple. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont conscience aujourd'hui qu'effectivement le gouvernement français n'a pas les pouvoirs qu'il a déjà eu, n'a plus les pouvoirs qu'il a déjà eu. Non seulement n'a-t-il pas la détermination, ça dépend ça dépend des hommes, hein, n'est pas de Gaulle qui veut. Et mais je crois qu'ils ont conscience de ça, mais qu'ils sont toujours là en train d'essayer de le cacher et de ne pas le dire au peuple. Et je dirais que la grande question qui est posée à travers ça, c'est celle de l'Europe. Parce qu'à chaque fois qu'on questionne ces gens-là, qu'on les pousse, et ça serait la même chose avec Alain Juppé, qu'on les pousse dans leur retranchement, on s'aperçoit que la dernière conviction qu'ils ont, c'est pour François Hollande, c'est pas le socialisme, pour Sarkozy, c'est pas les grandes idées de la nation, c'est l'Europe. Et là-dessus, il y a aucun compromis possible. Il y a une forme de fondamentalisme européen. Aucun compromis possible. Quand on pousse François Hollande dans ses retranchements, on s'aperçoit que l'Europe ne touchait pas à l'Europe. Alain Juppé est exactement pareil. Et non seulement ne touchez pas à l'Europe, mais ne réformez pas l'Europe. Ne transformez pas l'Europe comme tant de gens aujourd'hui le proposent. Et on sent très bien que cette paralysée-là est vraiment utilise l'Europe comme prétexte d'une certaine façon, mais est vraiment motivée par des convictions européennes où on a le sentiment que le vrai pouvoir devrait être à Bruxelles. Donc, c'est comme s'il y avait un désir de transfert. Mais ça, il faut jamais le dire au peuple. Il faut pas le dire au peuple parce que le peuple, il n'en a rien à faire avec Bruxelles. Le peuple veut bien d'une Europe qui peut nous aider, qui peut aider sur le plan international, qui peut faire entendre une voix à l'international, s'opposer aux Japonais, aux Chinois, aux Américains. Mais une Europe qui fait disparaître la France et qui gomme l'identité française, ça, excusez-moi, mais les Français en veulent pas. C'est 1789. Non, mais si on fait ça, c'est 1789. C'est-à-dire, on touche là à des fondamentaux auxquels il faut pas toucher. Et c'est pour ça qu'ils sont silencieux. C'est pour ça qu'ils se taisent toujours au lieu d'adopter, je dirais, un certain discours d'honnêteté qui dirait aux gens, regardez, on peut faire ça, on peut pas le faire parce qu'on a des freins, parce que ça. Mais peut-être qu'on peut changer l'Europe aussi. Peut-être que c'est comme si c'est une contrainte naturelle. C'est peut-être pas le Vatican, l'Europe, là. C'est peut-être pas le Saint-Esprit. Peut-être qu'on peut changer l'Europe. Ce serait peut-être une idée. Il y a eu d'autres idées de l'Europe. De Gaulle n'avait pas la même idée de l'Europe que Jean Monnet. Et peut-être qu'on peut penser ça. Mais on sent ça. Et je pense, et c'est ça le non-dit qui est terriblement, qui est dramatique parce que c'est toute la politique qui en est discréditée. Vous évoquez le grand écart entre d'un côté cette conviction européiste de l'élite politique française et de l'autre côté les Français, le commun des mortels qui tient encore à la France. Vous évoquiez aussi tantôt une forme de résistance de la France contre la mondialisation. Quel est le sens de cette résistance de la France contre la mondialisation? Vous parliez tantôt d'un autre modèle social, d'une autre organisation économique, mais est-ce qu'on peut croire qu'il y a une espèce de... Quelles sont les motivations profondes, pourrait-on dire, de cette résistance française à la mondialisation? Et qui porte politiquement le projet d'y résister ou de traduire cette résistance en projet politique? Le projet, ce projet politique de résistance, on pourrait peut-être le résumer par les mots État-nation. Oui, bien sûr. La France est le prototype historiquement le prototype même de l'État-nation où la nation, l'État se confondent, où on invoque aussi bien la Révolution française que Jeanne d'Arc. La France est vraiment le pays où on a
intégrer culturellement à la fois l'héritage des choses qui nous viennent de l'Ancien Régime, à la fois la Révolution française. Donc c'est vraiment le prototype. C'est pas pour rien que c'est la France qui se retrouve un peu au cœur à résister à ça spontanément, à être un peu l'obstacle. Et comme elle avait résisté à l'invasion américaine de l'Irak, c'est comme si c'était l'autre pôle, le seul pôle capable de résister à l'empire. Absolument, oui, c'est ça. Et vous avez nommé le mot empire, justement, c'est qu'on a là deux formes d'organisation sociale très différentes et deux grandes cultures politiques, je dirais, la culture qui est celle de l'État-nation, qui est symbolisée par la France, et la culture de l'empire, qui est que le Canada pourrait symboliser d'ailleurs. Le Canada est tout à fait dans cette idée-là. Dans l'empire, qu'est-ce qui se passe? Dans l'empire, eh bien, l'empire s'accapare des pouvoirs régaliens, des pouvoirs essentiels, et laisse appelez-les comme vous voudrez, là, aux communautés, aux provinces, aux petites entités, aux États non souverains, laisse les babioles quelque part. L'administration des affaires locales. Voilà, c'est ça. Et les laisse s'entretuer entre eux, et les laisse négocier des arrangements, des arrangements raisonnables ou pas raisonnables entre eux. Non, mais laisse aux communautés, dans le fond, ces choses-là, l'État s'occupant des choses essentielles, des grands, ayant les grands pouvoirs économiques, les grands pouvoirs régaliens, la défense, les affaires étrangères et tout ça. Et le modèle de l'État-nation, c'est pas ça. Le modèle de l'État-nation, c'est dans une certaine mesure le modèle de la citoyenneté, c'est-à-dire où tout le monde dans un État, sur un territoire précis, devient dans le fond un citoyen égal. Ça veut pas dire qu'il faut, je taquine souvent mes amis québécois. Ça veut pas dire qu'il faut aimer son prochain. Ça veut pas dire qu'il faut aimer les sushis ou qu'il faut aimer je sais pas moi le voile musulman. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on est tous citoyens. Point à la ligne. Après, on a nos goûts personnels et nos affinités, et c'est d'ailleurs parce qu'on est citoyen qu'on peut après avoir justement nos goûts personnels et pas se faire imposer la morale qu'on nous impose dans un État où il y a pas de citoyenneté. Et s'il fallait résumer le modèle français, je le résumerais à ça. Évidemment, qui représente aujourd'hui ce projet politique, pour en revenir un peu à votre question, je dirais qu'il n'y a pas aujourd'hui de véritables représentants. Il y a des représentants partout. Oui, un peu dispersé. Complètement dispersé. Ça peut être quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui a son petit parti Debout la France. Ça peut être Manuel Valls qui formule ces idées-là et dont les idées sont extrêmement populaires en France, même si lui, dans son parti, n'arrive pas à s'imposer. C'est ça qui est dramatique. Les socialistes ne veulent pas de Manuel Valls, mais les Français en voudraient. Donc, voilà. Ça peut être quelqu'un comme Henri Guénaud, et ça peut être quelqu'un comme Florian Philippot aussi dans le nouveau visage du Front National. Dans le Front National. Alors, Michel Onfray avait une belle formule pour dire ça. Il disait, aujourd'hui, il y a une majorité de souverainistes en France. Il les appelait comme ça, des gens qui veulent reconquérir la souveraineté française. Reconstituer l'État-nation. Oui, il y a une majorité de gens, mais il n'y a pas de parti pour les représenter. Et il n'y a pas de parti pour appliquer ce programme-là. Éric Zemmour avait une formule en d'autres temps où il disait les souverainistes français sont capables de gagner un référendum, mais ne sont pas capables de gagner une élection. Absolument. C'est le contraire du Québec, disons ça comme ça. Oui. Donc, ils sont capables de se rassembler le temps d'une jacquerie, le temps d'une protestation. Oui, mais quand vient le temps de gagner le pouvoir autrement que sur le mode de l'opposition, c'est plus difficile. Voilà, la question qui nous intéresse toujours un peu quand on regarde la France, c'est aussi cette fameuse question du Front National, qu'on cherche à comprendre. Vous disiez tantôt, on sait ce qu'il n'est plus, peut-être, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Comment expliquer le fait que le Front National soit passé d'un parti protestataire qui pouvait faire des scores jusqu'à 15% quand ça allait bien, au temps de Jean-Marie Le Pen, mais qui aujourd'hui flirte avec les 30%? Comment expliquer ce saut qui n'est plus seulement quantitatif, mais qualitatif? Bon. La première raison, c'est que on a concédé toute une série de sujets politiques au Front National. À la fois la droite, à la fois la concession du réel. Oui, à la fois c'est fascinant, c'est fascinant de voir comment la croissance de ce parti-là est pas toujours due à ses propres efforts, mais due tout simplement aux efforts que les socialistes et la droite font pour ne pas parler d'un certain nombre de questions. Qu'on pense à l'immigration, dans le livre dont je vous parlais là, de L'Homme et Davet sur François Hollande, on voit François Hollande qui reconnaît qu'il y a un vrai problème d'immigration en France, mais il fait ça derrière des portes closes, à huis clos, avec des journalistes. Que ne l'eût-il dit? Bien sûr. À un moment donné, il y a 5 ans,
convaincant. Et les Français, tout de suite, auraient compris qu'il y avait quelqu'un là qui était aux affaires et qui essayait qui ne réglerait probablement pas tous les problèmes, mais au moins essaierait de le faire. Et donc, je pense que la première cause de la croissance assez phénoménale du Front national, c'est qu'il y a toute une série de sujets tabous que les partis ont refusé dont les partis ont refusé de parler, nommez-les, l'immigration, toute la question de l'identité nationale et la question de l'Europe, la question de l'Europe évidemment. Donc des vrais tabous et plus vous savez, le peuple est pas imbécile, il est pas con, il voit bien que ces gens-là refusent de mettre des noms sur des réalités, et quand un autre parti le fait, quand quelqu'un le fait, ne fait que au moins nommer le problème, eh bien déjà c'est important. Mais il y a pas que ça, c'est-à-dire il y a aussi je pense que le Front national veut devenir une force politique en France, et Marine Le Pen a engagé une vraie transformation du parti. Le parti n'est plus du tout le parti néo-facho qu'on pouvait imaginer avec Jean-Marie Le Pen. Ces racines-là sont à peu près, je pense, éradiquées. Bon, les experts pourront toujours trouver quelques traces honteuses de ce passé-là dans le parti. Il y en a certainement. Il doit entraîner. Mais c'est un parti effectivement qui veut occuper une place sur la scène politique, mais qui va devoir pour ça. Une des raisons de sa transformation, c'est le fait que quand on représente 15% de la population, on peut plus ou non plus aussi avoir le même discours que quand on en représente 5. Hein? Et quand on en représente 30, plus voilà, c'est ça. Et tout à coup, il y a du sang nouveau qui arrive dans le parti. Il y a des gens, je dirais, qui vous forcent à vous occuper de la réalité, qui vous forcent à sortir du discours protestataire, uniquement protestataire. Et le Front national, je dirais, dans cette dynamique-là en ce moment, des fois, il revient au simple discours protestataire parce que c'est confortable, parce que c'est facile de compter des points avec ça. Marine Le Pen fait ça de temps en temps. La plupart du temps, aujourd'hui, il essaie de sortir de ce discours-là. Il essaie d'avoir un programme économique, d'avoir un programme politique, notamment. Toute la question de la sortie de l'euro. C'est bien beau de dire qu'on va sortir de l'euro, mais comment on fait ça? Je dis que si le Front national se met au travail et formule un vrai programme politique sur des questions comme celle-là, c'est un parti qui a énormément d'avenir en France et qui un jour va prendre le pouvoir, peut-être pas à cette présidentielle d'ici, mais peut-être à la prochaine. S'il ne le fait pas, ce sera autre chose. Et comment expliquer le cordon sanitaire qui demeure tendu autour de lui? Si le Front national s'est vraiment transformé comme il le prétend, comme certains analystes suggèrent, comment expliquer le fait qu'il demeure le parti repoussoir de la vie politique française? Ça c'est toujours un peu étonnant, mais il y a je dirais qu'il y a toute une partie de la classe politique. Je vous parlais des tabous tout à l'heure politiques. Il y a toute une partie de la classe politique qui n'accepte pas qu'on pose des questions sur la question d'immigration, qu'on pose des questions sur l'identité. Ce sont des questions qui préoccupent les Français aujourd'hui. Là, bon, je veux dire, on peut-tu s'asseoir puis parler avec les Français et parler des choses qui les préoccupent et qui les intéressent. L'économie aussi les intéresse, mais les intéresse aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue de quelle économie, et de l'économie française, de la réindustrialisation de la France, par exemple. Quelqu'un comme Montebourg, par exemple, a un discours qui porte en France et qui intéresse beaucoup. Et donc non, il existe, et je dirais, je pense que là, il faut peut-être faire un peu d'introspection. Il existe notamment dans les médias des tabous qui sont les médias, vous savez, sont, je sais pas si à d'autres époques ils ont été plus représentatifs, je crois que oui, mais je pense qu'on vit une époque où les médias sont pas très représentatifs de tous les courants de la société. Je pense qu'on pourrait le dire au Québec, mais en France, c'est vrai. Et donc, je pense que les médias portent une lourde responsabilité là-dessus. Ils sont à la fois intéressés ils étaient intéressés à aller chercher le Jean-Marie Le Pen pour faire des codes d'écoute. Mais quand vient le temps de discuter des vraies questions, là, il y a une sorte de blocage. Il y a un vrai tabou dans la classe médiatique. La classe médiatique, vous savez, qui se ressemble beaucoup, hein, quand on connaît un peu les médias, quand on les fréquente, on voit bien qu'on se ressemble un peu tous, on est tous un peu pareils, on vit tous dans les mêmes quartiers, on est tous des gagnants de la mondialisation, on est tous des gens qui c'est sûr que quand on vit à Paris, dans je sais pas, près de la place de la Bastille, bon, les étrangers, c'est bien gentil, c'est des femmes de ménage en général, on n'a pas de problème avec l'immigration là,
En général, nos enfants sont dans des écoles qui sont plutôt blanches et avec des gens de bonne famille. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision de la mondialisation et de l'immigration que quand on vit à Saint-Denis ou quand on est le dernier blanc qui vit dans son HLM de Saint-Denis, par exemple. Et je pense que les médias portent une lourde responsabilité sur cette espèce de blocage du débat politique. On invente des mots même dont on se demande même qu'est-ce qu'ils veulent dire. La fachosphère en ce moment. Ça en France, on parle de la fachosphère. Qu'est-ce que c'est ça? mais bon, voilà. Vous évoquiez tantôt l'existence d'une conviction forte dans la classe politique française, qui est l'Europe. C'est-à-dire la dernière conviction forte de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de plusieurs autres. D'Alain Juppé, je pense. D'Alain Juppé, très certainement. Il y a eu, au mois de juin, un événement qui peut-être était historique, on verra ce que ça va donner, mais qui était le Brexit. C'est-à-dire, le vote pour le livre. Les Britanniques, contre l'avis de leurs élites, contre l'avis du système médiatique, contre l'avis du système financier, ont décidé de voter pour la sortie de l'Europe. Comment cet événement a-t-il été perçu en France et est-ce que ça fait naître des espoirs de Franxit, comme on dit? Est-ce que ça fait naître des espoirs de Franxit? Je ne crois pas parce que la France ne s'imagine pas hors de l'Europe. Elle peut facilement imaginer une autre Union européenne. Oui. Hors de l'Europe, la France s'imagine pas parce que... Elle n'a pas la même géographie que la Grande-Bretagne. Elle n'a pas la même géographie, elle n'a pas la même histoire. Napoléon n'était pas britannique. Donc, non, la France ne s'imagine pas hors de l'Europe, du moins culturellement. En tout cas, c'est évident que la France ne peut pas s'imaginer hors de l'Europe. Même, elle s'imagine à la tête de l'Europe. Oui. La France, elle aime plutôt se voir là, à la tête de ça. Donc, de Franxit, non. Je crois pas vraiment à cette idée-là. Mais est-ce que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ne peut pas susciter en France l'idée qu'on pourrait vivre dans une autre Europe? Ça, oui. Ça absolument. Et je dirais que même c'est assez surprenant depuis 3 mois. On a vu se multiplier dans les programmes politiques toutes sortes de propositions. Il faut changer l'Europe, il faut refaire Schengen, il faut rétablir des frontières. On peut quand même avoir une Europe avec des frontières. Il faut une Europe qui va s'affirmer face aux États-Unis. Il y a un foisonnement aujourd'hui des propositions en France, un peu dans tous les partis, un peu partout, sur comment changer l'Europe, comment transformer cette Europe-là. Et je dirais que les Britanniques de ce côté-là ont été des précurseurs. Moi, j'ai eu la chance de d'aller à 2 reprises dans la campagne du Brexit, suivre la campagne du Brexit, et je vous dirais que là, on peut avoir une assez belle admiration devant le peuple britannique. Alors, au retour de la pause, nous reviendrons sur l'avenir de la nation notamment, et aussi sur vos considérations pour la société québécoise. Donc, Christian Rioux, chers auditeurs, de retour dans quelques instants après la pause à l'éveil des idées. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Chers amis, nous sommes de retour de la pause. Nous sommes toujours à la vie des idées avec Mathieu Bock-Côté et Christian Rioux, notre invité de passage de Paris ici. Alors, dans la première partie, nous avons parlé beaucoup de la France, du regard que Christian Rioux porte sur la France en ce moment, dans un moment où elle est en tumulte politique, pour le dire ainsi. Mais Christian Rioux est aussi un observateur attentif de la société québécoise. Alors, je me permettrai, Christian Rioux, de vous poser une question toute simple et toute difficile tout à la fois. On regarde la société québécoise en ce moment, il y a une forme de lyrisme officiel qui nous amène toujours à nous féliciter de nous-mêmes, à croire que nous sommes une société modèle, une société exemplaire, une société à nul autre pareil qui ne mérite que des compliments. Et vous ne vous interdisez pas d'être sévère à son endroit à l'occasion. Alors je vous poserai la question un peu brutalement. Est-ce qu'au total, en ce moment, le Québec se porte plutôt bien ou plutôt mal? Non, je crois que le Québec se porte plutôt mal, pour reprendre votre expression. On pourrait même parfois certains jours dire très très mal. Le grand problème, c'est que tout ça n'est pas apparent, n'est pas toujours apparent. Je dirais, en 1760, au moment de la conquête, il y a eu un siège, il y a eu des morts, il y a eu la famine, on a brûlé des églises, on a brûlé des villages. On pouvait pas ne pas voir que ça allait mal.
en 1837-38, on a pendu des patriotes. On pouvait pas ne pas voir que ça allait mal. Ouais. Ça a marqué les esprits pendant des années, des décennies. Aujourd'hui, à l'époque de l'Homo Festivus, je vous dirais que les choses vont mal, mais tout le monde rit. Oui, bien sûr. Mais la société autour de nous fonctionne au gaz euphorisant. Oui, est sans arrêt en train de nous dire mais ne pensez pas à ce genre de choses. Il y a tellement de belles choses, de choses extraordinaires pour s'amuser, pour rigoler, pour oublier dans le fond notre cas. Et je dirais qu'on est un peu dans cette situation-là au Québec. Il n'y a pas beaucoup de sociétés où l'Homo Festivus a plus dominé. Je dirais que le Québec. Je me souviens que quand j'avais lu les livres de Murray, j'étais convaincu que ce gars-là nous parlait du Québec, du Québec et qu'il le connaissait comme personne, qui presque il y était né. Donc oui, je pense que ça va mal. Je pense que nous vivons toujours dans le ressac de 1995. Nous payons le prix quelque part de 1995 et nous risquons de le payer encore longtemps, comme nous avons payé le prix de 1837. Et je pense que la comparaison est pas exagérée. Ce à quoi nous assistons au Québec depuis 20 ans, je pense, depuis la fameuse phrase de Jacques Parizeau qu'on a démonisée, mais qui décrivait quand même la réalité. Ce à quoi on assiste, c'est à une séparation du mouvement nationaliste et du mouvement indépendantiste. Quel a été le rôle historique de René Lévesque dans les années 60? C'est pas simplement d'avoir redonné une fierté aux Québécois, il l'a fait, mais c'est d'avoir traîné avec lui le vieux nationalisme. Je dis vieux, pas de manière péjorative. Le nationalisme qui était là avant nous, celui de Groux par exemple, de l'avoir traîné, de l'avoir amené dans les années 60 et d'avoir fusionné ça avec un mouvement pour l'indépendance, pour l'émancipation politique, pour la nation, pour la création d'un État, d'un Québec moderne. C'est ça qui nous a porté pendant 50 ans. C'est cette fusion-là des deux mouvements qui nous a porté pendant 50 ans. Et je dirais qu'elle nous a porté même inconsciemment. Quand Robert Bourassa fait du français la langue officielle du Québec, Robert Bourassa est un bon fédéraliste, mais c'est un nationaliste. Et il pose un geste en faveur des Québécois, un geste qui nous amène vers la loi 101, qui nous amène en 95. Je dirais qu'à cette époque-là, nationalistes et indépendantistes, on jouait le même jeu, on se lançait la balle. L'un la rattrapait de temps en temps, l'autre la relançait de temps en temps. Ce que dénonce Philippe Couillard régulièrement en disant que pendant trop longtemps, les nationalistes ont joué le jeu des indépendantistes. Absolument, parce qu'un certain nombre de fédéralistes ont réalisé qu'à jouer ce jeu-là, ils nous menaient où? À l'indépendance, en fait. Ils nous menaient à l'indépendance, que aujourd'hui, la moindre position nationaliste affirmée, conséquente, sérieuse, qui essaie d'occuper l'espace, qui essaie de gagner du terrain, de prendre du terrain, hein, c'est ça, être nationaliste, c'est occuper tout l'espace, c'est prendre tout le terrain qu'on a, puis même celui qu'on nous refuse, comme a fait un Paul Gérin-Lajoie, par exemple, avec la doctrine Gérin-Lajoie. Paul Gérin-Lajoie qui n'est pas du tout un souverainiste. Faire ça, les libéraux d'aujourd'hui ont compris que ça menait à l'indépendance. Dans le fond, que ça menait malgré eux à l'indépendance. Donc, on assiste vraiment à une séparation de deux mouvements qui vont y perdre, je dirais, chacun de leur côté. C'est-à-dire que le nationalisme sans une idée un peu plus grande que lui, sans une aspiration à quelque chose d'important comme l'indépendance ou comme même à la limite, je dirais, une sorte de statut particulier. Oui. Un nationalisme qui n'est pas inspiré va devenir un nationalisme un peu médiocre, bien sûr il sera défensif, mais un peu provincial. Il va se contenter des petites choses sans s'intéresser au vaste monde. Et puis l'indépendance de l'autre côté, je vous dirais que je vois de plus en plus des indépendantistes qui sont indépendantistes, mais qui sont absolument pas intéressés à défendre la langue française, qui sont pas intéressés à enseigner l'histoire nationale. Qui ne s'intéresse pas au Québec, finalement. Il porte un souverainisme à la boutonnière, exactement, sans conséquences politiques. C'est ce que j'appelle des souverainistes caviar. Vous savez, on a à l'époque de François Mitterrand, on a inventé la gauche caviar, qui était une gauche qui vivait dans les beaux quartiers, qui avait des femmes de ménage immigrantes, qui trouvaient ça tout à fait génial, l'immigration, finalement, alors que dans les quartiers pauvres, ça se vivait pas tout à fait de la même façon. Et donc, oui, une sorte de souverainisme caviar pour qui, dans le fond,
fond, c'est ça. L'indépendance, c'est une belle chose. C'est un bel idéal. On en parle une fois de temps en temps, mais pour le reste, on s'intéresse à autre chose. On s'intéresse au féminisme, on s'intéresse à l'écologisme, on s'intéresse à plein de choses. Aux utopies compensatoires. Oui, aux utopies compensatoires. Et les Québécois je dirais qu'ils sont comme ça, et dans leur histoire, ils ont été comme ça. C'est-à-dire quand on leur aura, peut-être à cause de notre formation jésuite ou à cause de l'influence de l'Église ici, les Québécois sont comme ça. C'est-à-dire à chaque fois qu'on leur a fermé la porte politique, ils se sont pas tout à fait résignés. C'est-à-dire ils se sont dit, on a quand même une mission dans le monde, on a quand même quelque chose à dire au monde. Mais comme on peut pas le dire sur le plan politique, on va trouver des échappatoires, des façons de le dire. On a été un des plus grands peuples missionnaires au monde. Aujourd'hui, on est un des plus grands peuples qui envoie des missionnaires pour prêcher le féminisme, prêcher l'écologisme. Moi, je suis à Paris, je vois débarquer de jeunes Québécois qui, en général, arrivent en France, lèvent le nez sur la France. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas assez féministe, c'est pas assez écologiste, c'est jamais assez isme. C'est jamais asséisme. Et ils oublient juste de remarquer que c'est quand même un pays qui parle français, ce qui n'est pas négligeable pour un Québécois, puis c'est quand même un pays indépendant, ce qui est pas non plus négligeable. Et ça, ils oublient de le voir, ils oublient de le constater. Donc, je trouve que nous sommes en train quelque part de retomber dans nos vieux travers messianiques où nous allons chercher dans le fond notre salut, non pas sur terre, mais je sais pas ailleurs. De l'ultramontanisme de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'au progressisme contemporain, deux manières de fuir le politique. Oui, absolument, tout à fait, deux manières de fuir le politique. Et je le dis sans laisser entendre que la question que la question des femmes est je dis pas que la question des femmes est une question secondaire, une question inutile. Je dis pas que l'écologie est pas un grand défi de notre époque, c'en est un d'ailleurs important, mais c'est par ces voies-là que le Québec, que les Québécois, les jeunes Québécois souvent fuient dans le fond le défi politique, parce que bon, le défi de cette société-ci, c'est quand même le défi d'exister, de s'affirmer et de devenir un jour une nation accomplie, une nation indépendante. Vous vous êtes ces dernières années commis à quelques reprises dans un débat qui est peut-être encore plus explosif que celui de notre statut politique, qui est celui de notre rapport à la langue. Par exemple, avec vous avez remis en question l'espèce de tentation franglisante d'un groupe comme Dead Obies, où vous avez critiqué Radio en y voyant une espèce de triste destin possible pour ce que serait le français québécois. Et très souvent, on a répondu très vigoureusement en disant c'est la langue de la création artistique, on ne devrait pas juger ces choses-là de quelque manière que ce soit. On refusait de penser politiquement et culturellement la langue, finalement. Comme s'il s'agissait d'une question de détail, comme s'il y avait une forme de purisme linguistique intransigeant derrière la prise en considération du danger représenté, par exemple, par le franglais. Comment expliquez-vous cette réaction intransigeante et explosive au simple rappel que le franglais n'est pas un phénomène socialement indifférent? Je crois qu'il y a est-ce que c'est dans le fond de chaque Québécois, en tout cas, on le trouve beaucoup dans nos élites. Je crois qu'il y a une sorte de tristesse de devoir parler français sur ce continent. Plutôt que d'en être fier, plutôt que d'être, de se dire, je sais qu'on a une des plus grandes langues du monde, on a une langue qui est celle d'une littérature tout à fait exceptionnelle, comme peu de peuples, peu de langues en ont. Au lieu de se dire ça, il y a toute une partie de nos élites qui se disent zut, comment ai-je pu naître dans un pays, dans un coin de territoire où on parlait français. La culture québécoise comme tellement mieux. Ça aurait été tellement mieux si j'étais né, je sais pas moi, à Sudbury en Ontario, si j'étais né à Vancouver ou à Los Angeles. Et il y a ça au fond. Est-ce que c'est au fond de chaque Québécois? Je ne sais pas, mais je sais que c'est très porté par nos élites, et ça explique beaucoup l'anglophilie de nos élites qui sous prétexte de s'ouvrir au monde s'ouvrent enfin au fond à la pensée unique et à la pensée qui est dominante nord-américaine. Je rigole toujours quand on me dit que le bilinguisme c'est l'ouverture au monde. Excusez-moi, apprenez des langues sénégalaises, apprenez le wolof si vous voulez vous ouvrir à des cultures oubliées ou des cultures méprisées qui sont pas dominantes, mais s'ouvrir à l'anglais aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une grande littérature anglaise, il y en a une, c'est évident, mais c'est largement s'ouvrir dans le fond à la culture populaire américaine, dominante américaine, impérialiste même américaine qui essaie de dominer le monde. Il y a ça, je pense, chez les Québécois. Et moi, je suis intervenu évidemment dans les cas de Bees et de Radio pour déplorer, je dirais, une langue qui était, je dirais, en voie d'assimilation, en voie de disparition, qui n'était plus tout à fait du français, où il y avait des mots
français, mais avec des phrases généralement plutôt conçues et avec une syntaxe anglaise. Je le dis sans vouloir critiquer les individus. Hein. Je parle du résultat et de ce que j'entends. J'ai critiqué Dead Obies pour une autre raison, qui me semblait beaucoup plus grave. Je connaissais pas Dead Obies. C'est un lecteur qui m'a envoyé un enregistrement d'une entrevue de Dead Obies, des gens de Dead Obies à la radio de l'Université de Montréal, où ces jeunes hommes expliquaient tout de manière assez candide d'ailleurs que ça c'était la langue de demain, c'était la langue d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'était la langue des Québécois aujourd'hui, que c'était terminé de parler le français que vous parlez, que moi je parle, que nos amis parlent. C'était terminé ça, que maintenant on parlait le franglais parce que c'était la langue du métissage, c'était la langue de l'ouverture à l'autre. Hein. Imaginez encore l'ouverture à l'autre, parler un sabir que personne comprend, s'ouvrir. C'est une belle façon de s'ouvrir à l'autre, disons-le. Mais et donc c'est pour ça que je suis intervenu. Mais ça a déclenché une réaction que je n'attendais pas. J'ai l'impression que j'ai touché là, je dirais, un point extrêmement sensible qui est celui que je mentionnais au début, à savoir ne touchez pas à l'anglais. L'anglais, c'est notre, pour une certaine partie de nos élites, l'anglais c'est notre avenir. C'est l'avenir, c'est l'avenir du Québec. Et je dirais, écoutez, moi, loin de moi l'idée de critiquer l'utilisation de mots anglais ou même de phrases en anglais ou même la possibilité de chanter même à la limite en anglais chez un artiste. Hein. Claude Gauvreau écrivait en exploréen. C'est l'artiste, je dirais, à tous les droits. Mais l'artiste n'a pas le droit de me dire à moi que ça va être ma langue. Ça, je ne reconnais pas à Dead Obies le droit de me dire que moi, je vais devoir parler le petit nègre. On a une langue absolument extraordinaire, une langue qui est capable de faire des nuances, qui est capable de tout dire, qui est capable de nommer la modernité. Et je suis toujours désolé de constater que des gens rêvent dans le fond de parler un idiome que personne parle, qui n'est compris par personne. Vous savez pas combien de fois je me suis fait dire, moi j'ai couvert beaucoup la Catalogne, combien je me suis fait dire par les Catalans qui me disaient, mais mon Dieu, vous les Québécois, vous savez pas la chance que vous avez de parler une grande langue internationale. Vous savez pas quelle est votre chance. Nous, on parle une langue qui est parlée par 6-7 millions de personnes. C'est très difficile on n'arrive pas à traduire tous les classiques, on est obligé de passer par une autre langue pour avoir accès quelque part à la production internationale. C'est le français très souvent pour les Catalans, ou ça peut être l'anglais parfois. Et donc ces gens-là nous admirent quelque part, rêveraient d'être comme nous, alors qu'on a chez nous des gens qui rêvent de parler une sorte de je dirais de langue complètement transformée, de langue en voie dans le fond de disparition. Un des thèmes qui traverse votre réflexion, c'est celui qu'on pourrait appeler le retour de la nation, qui est un thème probablement central pour définir l'époque. On nous a chanté la mondialisation depuis, oh mon Dieu, 25-30 ans, comme si c'était l'horizon indépassable de notre temps, pour reprendre la formule bien connue. Et aujourd'hui, nous redécouvrons la puissance des frontières, la puissance de l'enracinement, le désir de frontières et le désir d'enracinement. Et vous nommez on a vu ça avec le Brexit par exemple, on peut voir ça avec la remontée du sentiment national en Europe, on peut voir ça avec des choses comme la crise des migrants et ainsi de suite. Que nommez-vous le retour des nations et en quoi s'agit-il d'un élément déterminant pour notre temps? Écoutez, rappelons-nous les années 90 justement, qui ont été les années du référendum québécois. Et je pense que ça a joué un grand rôle. C'était le mur de Berlin était tombé, donc les frontières tombaient, les grands conflits disparaissaient. Certains nous annonçaient la fin de l'histoire, et d'autres nous annonçaient la fin des nations, la fin des frontières. C'est l'époque où on signe le traité de Maastricht. C'est l'époque où nous on signe l'ALENA ici avec le Mexique. La vision de la société qu'on avait à cette époque-là, c'est la vision d'une société, une espèce de société idyllique où tous les peuples vont se mélanger. Il y a une sorte de vision tout à fait paradisiaque dans le fond du monde à cette époque-là. Essayez de comprendre combien on est loin de ça aujourd'hui. On a peine à imaginer qu'on ait pu penser des choses comme ça il y a à peine 20 ans. Le monde s'est radicalement, je dirais, transformé à cause du 11 septembre, à cause
du retour des conflits dans le monde, du fait qu'il y avait plus deux grandes superpuissances pour faire la police partout dans le monde. Donc, et que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand on a la crise des migrants, quand tout à coup des millions de personnes se présentent à vos frontières et rentrent manu militari? Que se passe-t-il quand des kamikazes se présentent au Bataclan et font 150 morts? Que se passe-t-il quand la crise économique sévit? Eh bien, les peuples cherchent à se protéger. Et qu'est-ce qui peut protéger les peuples? Qu'est-ce qu'on a inventé dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité pour protéger des Québécois, pour protéger des Français, pour protéger des Allemands? On a inventé l'État, on a inventé la nation, on a inventé des frontières. Je suis allé en Israël il y a pas très longtemps, je leur ai posé des questions sur la question de la sécurité. La première chose qu'ils m'ont dit, vous savez, pour assurer sa sécurité, la première chose que ça prend, c'est des frontières. Vous pouvez inventer toutes les belles techniques du monde, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça, vous pouvez mettre des caméras partout dans une société. La première chose que ça prend, c'est des frontières, pour savoir qui rentre, qui sort. L'Europe n'a pas de frontières et vit depuis 30 ans dans une espèce de rêve idyllique là d'un monde sans frontières. Eh bien, je pense que nous vivons aujourd'hui, comme l'histoire s'est pas arrêtée, comme nous l'avait annoncé un certain prophète. Eh bien non, c'est pas arrêté. Eh bien, je pense qu'on vit aujourd'hui une prise de conscience des peuples. Les Anglais l'ont fait avec le Brexit, où il faut des frontières et il faut revenir à des nations. Certains vont nous dire bon, c'est le retour à la guerre, c'est le retour à tout ça. Je pense pas. Je crois qu'on n'est pas dans ce processus-là. Les peuples ont appris de la première et les peuples européens en particulier ont appris de la première et de la deuxième guerre mondiale. Je pense que les rapports entre les nations sont plus ceux qu'ils ont été au siècle dernier puis même au siècle précédent. Donc, mais nous vivons aujourd'hui une prise de conscience des peuples où il faut des barrières nationales, il faut des nations, et la nation reste le lieu de la démocratie. C'est-à-dire que prenons l'exemple européen et je pense que c'est ce qui motive largement le Brexit. Les Européens, les peuples européens, le rêve de l'Europe est un beau rêve. C'est un beau rêve quand il permet de s'affirmer face à la Chine, face aux États-Unis, quand il permet de défendre. Mais quand le rêve européen devient une façon de faire pénétrer en Europe la mondialisation américaine, c'est plus tout à fait le même rêve. Alors c'est ça qui s'est passé depuis 20 ans. Et les peuples européens aujourd'hui prennent conscience que le lieu de la démocratie, c'est pas Bruxelles. C'est au contraire le lieu de l'antidémocratie, Bruxelles. Bruxelles, aujourd'hui, adopte des lois contre lesquelles se sont battus les Français, les Allemands, les Hollandais. On l'a vu avec le traité de Lisbonne, par exemple, qui reprenait les thèses, les mêmes points de vue de la Constitution européenne, alors que les Français et que les Néerlandais s'étaient prononcés contre. Donc il y a une redécouverte, je pense, par les peuples de l'importance, dans le fond. Ça se fait, disons-le, c'est pas beau. Oui, bien sûr. C'est sale. L'histoire ne s'accompagne pas toujours d'une musique d'ascenseur. Exactement. C'est pas beau. C'est sale, c'est pas aussi clair que ce que je viens de dire là. Ça passe par toutes sortes de choses. Ça se produit aux États-Unis. Je pense qu'aussi le phénomène Trump est en partie un phénomène qui montre que les Américains en ont un peu soupé de toute cette idéologie du libre-échange où tous les peuples vont se rassembler et se fondre dans un seul grand melting pot. Je pense que on voit ça et on l'a vu évidemment avec le Brexit où les Anglais nous ont donné quelque part une leçon de nationalisme, c'est-à-dire ils ont une confiance en eux. Les Anglais n'ont pas perdu leur grande confiance en eux qui a fait l'empire et je crois que quelque part c'est un peu admirable. Alors que toutes les élites nous avaient annoncé, moi j'ai été à Londres à 2 reprises en reportage sur le Brexit. Tout le monde nous avait annoncé que ça ne passerait pas. On était confiants, jamais. Franchement, qu'est-ce que c'est le peuple fera pas ça. C'était un référendum rituel, c'est-à-dire on le faisait pour donner l'impression de donner la parole au peuple en pensant pas que le peuple allait décider de voter autrement. Oui, c'est ça. Et il arrive que le peuple, il prend ses décisions et choisit finalement à l'encontre de ses élites. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est un mouvement large, cette idée de ça veut pas dire que demain matin les nations vont être de retour, que les mondialistes ont dit leur dernier mot, pas du tout. Mais je pense que il y a
un vrai mouvement aujourd'hui, en tout cas en Europe, et je pense aux États-Unis aussi, de retour à la question de la nation, où on se repose, on est obligé de se reposer la question du pouvoir politique. Est-ce que le politique peut faire quelque chose dans nos sociétés? Dans combien de pays le politique est discrédité? Soit on parle de corruption, soit on considère qu'il est inefficace, qu'il ne peut rien faire. En France, on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, deux formes d'impuissance. Ouais. Hein? Une impuissance qui s'agite, puis une impuissance qui semble dormir au gaz, comme on dirait ici. Et donc, on est obligé de se reposer la question de l'action politique, du pouvoir politique, et qu'est-ce que les peuples peuvent faire pour changer la situation. Et je pense que ça, c'est un mouvement de fond qui va pas s'arrêter demain et qui va nous rejoindre au Québec. Oui, parce que c'est le paradoxe québécois en ce moment, c'est qu'on dit ouvrez-vous sur le monde. Or, si on s'ouvre sur le monde, on constate le retour des nations tel que vous le décrivez. Or, donc, c'est une espèce de notre cosmopolitisme un peu béat est une forme de provincialisme. Oui, je pense. C'est une forme de provincialisme. Il y a toujours, j'ai toujours constaté qu'il y avait une sorte d'exceptionnalisme canadien. Hein? Moi qui écris toujours de l'étranger, on me dit toujours mais ici c'est pas comme ça. Ici c'est pas pareil. je parle des États-Unis. Mais nous c'est pas comme ça. Je parle de l'Europe. Nous c'est pas comme ça. Je parle de la Grande-Bretagne. Nous c'est pas comme ça. C'est jamais comme ça. C'est jamais que dans le débat sur la laïcité, on a cessé de répéter. Oui, il faut pas s'inspirer des expériences étrangères. Comment ça il faut pas s'inspirer des expériences? Il faut le faire en économie. Il faut le faire dans tous les domaines. Il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et aller chercher dans le monde ce qui peut nous être utile. Donc, il y a une forme d'exceptionnalisme canadien, mais je pense que ça va rattraper. Mais le Canada pourra pas toujours vivre hors de... Et je pense qu'une partie, entre autres, de la popularité de Justin Trudeau en Europe, à mon avis, tient au fait qu'il représente un monde passé, un monde ancien, un monde un peu... Justin Trudeau et la nostalgie. Oui, une sorte de nostalgie, la nostalgie du père, évidemment, mais la nostalgie d'un monde paisible, où tout se passe bien, où on accueille les leaders religieux, où on leur serre la main, où tout va bien. Mais je pense que ça ne durera pas, ça. Il nous reste peu de temps, Christian Rioux. Je me permettrai néanmoins de vous demander, donc vous voyez ce retour des nations poindre d'une manière ou de l'autre. Vous croyez que ça va nous rattraper au Québec? Pourtant, au Québec, en ce moment, on a l'impression d'être justement à l'écart de l'histoire, comme si... Et on se demande de quelle manière pourrait venir cette espèce de prise de conscience du retour au réel au Québec d'une manière ou de l'autre. Est-ce que vous sentez d'une manière ou de l'autre, ici et là, quelque chose comme une prise de conscience de ce retour aux réalités, ou pour l'instant, nous sommes simplement dans l'espérance? Je pense qu'on est nos élites sont un peu en retard d'une mode. Ils sont d'habitude. Ils sont un peu décalés, ils ont une espèce de 10 ans de décalage, mais moi je crois qu'on peut sentir dans le peuple des signes, je dirais positifs ou parce que vous savez, ce retour aux nations en Europe, il vient pas des élites en général, il vient du peuple. Je pense l'écho intellectuel est venu assez tardivement. Absolument, on pourrait dire la même chose peut-être aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et ça sera peut-être la même chose au Québec. Mais on sent quand même dans le peuple québécois des réflexes naturels qui s'expriment encore, qui sont toujours là. Le peuple québécois est vivant, il est pas, le corps bouge encore, hein. C'est pas. Et vous en êtes certain? Écoutez, je prends des exemples qui sont, c'est banal un peu comme exemple, mais c'est là où je passe mes vacances l'été à Trois-Pistoles, il y a un marché qui est tenu par des producteurs locaux qui est tout à fait extraordinaire. Il y a un mouvement des marchés. Prenez le mouvement des fromages, par exemple, au Québec. C'est tout à fait extraordinaire. Ça a l'air insignifiant de dire ça comme ça, mais quand on prend la peine de produire un fromage, de faire en sorte qu'il soit bon, qu'il goûte je dirais, le terroir, le goût c'est qu'on aime son pays, c'est qu'on aime son coin, c'est qu'on veut fabriquer quelque chose. Le premier grand mouvement des patriotes, ça a été quoi? Ça a été de s'habiller en étoffe du pays. On pourrait dire que c'est insignifiant, mais ça a été le grand symbole des patriotes. Après, c'est devenu un mouvement politique et tout ça. Et il y a au Québec des mouvements comme ça où on réagit sur le terrain, dans les régions notamment. Et je pense que ça c'est positif. C'est probablement annonciateur de quelque chose. Mais moi, ce que je dis aux souverainistes, aux nationalistes, c'est soyons prêts quand l'histoire va repasser. Parce que être disponible mentalement et politiquement lorsque l'histoire accélérera. Absolument, parce que faire l'indépendance d'un pays, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Il faut la conjonction il faut une conjoncture internationale qui le permette. Il faut 1837, c'était impossible. C'était impossible. On pouvait pas vaincre la plus grande armée du monde, c'était pas possible. Dans le contexte des alliances aussi de la France et des États-Unis. Mais il faut être prêt quand l'histoire
l'histoire repasse. Et c'est ce que j'ai tendance à dire aux souverainistes, aux nationalistes. Soyez prêts quand ça va repasser. Ne vous dites pas ça ne repassera jamais, ou ne vous dites pas le combat est fini. Ça, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas s'il est fini ou s'il est pas fini, puis personne ne le sait. Hein, et il nous reste environ 1 minute 30 environ. Vous ne cédez pas à la tentation du désespoir dans les circonstances. Mais néanmoins, quand on les voit, ce sera presque un mot triste pour terminer. Quand on voit la jeunesse québécoise, peut-on espérer qu'elle se renationalise, ou à moins qu'elle ne soit pas aussi dénationalisée qu'on le croit? Vous savez, les choses changent vite, changent très vite. Nous vivons dans un temps où les évolutions sont rapides. Oui, la jeunesse québécoise n'est pas nationaliste aujourd'hui. Oui, elle s'épivarde à travers le monde, va faire de l'humanitaire au Sénégal, etc., etc. Mais les choses peuvent changer rapidement. Cette jeunesse-là, elle peut. Il faut dire que d'abord on l'a un peu abandonnée. Oui. On lui a pas enseigné son histoire, puis on lui a pas donné une école à laquelle elle avait droit. Elle peut un peu nous en vouloir aussi. On peut comprendre ça. Mais je pense que les choses changent vite. Je vous dis pas que j'ai pas des moments nostalgiques, j'ai pas des moments de déprime. J'en ai comme tout le monde, et c'est nécessaire, et c'est même il faut passer par là. Il faut ça. Mais je pense que les choses peuvent changer assez rapidement. Et dans ma petite expérience de journaliste en Europe, j'ai vu déjà des changements extrêmement importants. Je me dis, ça peut aussi arriver au Québec. Alors, sur ces paroles d'espérance, Christian Rioux, qui finalement nous disent que tout est encore possible, tout le moins un peu de choses sont encore possibles. Je vous remercie. Le vent se lève, il faut tenter de vivre, disait Paul Valéry. Alors, quelle meilleure manière de terminer l'émission que de citer Paul Valéry. Alors, merci infiniment de votre passage en studio, Christian Rioux. C'est un plaisir de vous avoir au Québec, et au plaisir de vous revoir à ce studio lors de votre prochain passage ici. Merci infiniment. Au grand plaisir.